Alors vous réévaluez aussi deux idées fondamentales, peut-être qui se liaient de manière un peu paradoxale. D'une part, l'idée selon laquelle le roi de France, et tout particulièrement au XVIIe siècle, est un roi divinisé. Et d'autre part, le fait que ce roi divinisé développait une politique qui s'appuyait sur une raison d'État qui, paradoxalement, était une forme de rationalité étatique profane et une forme de laïcisation. Et il y avait comme cet assemblage d'une divinisation du monarque développant une rationalité qui était celle de la raison d'État, donc à distance d'une morale chrétienne ou d'une éthique personnelle avec un modèle machiavélien. Or, vous contestez les deux idées, c'est-à-dire le roi n'est pas lui-même divinisé et d'autre part, la raison d'État n'est pas une forme d'affirmation d'une théorie ou d'une rationalité politique laïque. Pourquoi ces deux refus? Oui, c'est là une question vraiment difficile que vous soulevez. Alors, je pense qu'on doit considérer que la figure royale partout en Europe est une figure profondément influencée par la tradition biblique, la tradition vétérotestamentaire. Donc le roi, d'une certaine façon, est toujours sacré, et particulièrement un roi de France qui reçoit une onction par une huile miraculeuse jusqu'à la fin de l'Ancien Régime. Mais les conclusions politiques que l'on peut tirer de cette cérémonie et de cette nature sont infiniment diverses. Et pour notre part, nous tendons à penser qu'il y a une réinterprétation, pas seulement en France d'ailleurs, mais en France aussi, qui prendrait place à la charnière du XVIe et du XVIIe siècle avec la théorie du droit divin. Une théorie qui est indispensable à cette époque parce que, précisément, les confessions chrétiennes se sont divisées. Parce que le christianisme ne se donne plus majoritairement sous sa seule forme catholique. Et que c'est les difficultés énormes dans cette époque que représente la coexistence de deux confessions ou de plusieurs confessions chrétiennes qui amènent à donner un nouveau sens au droit divin et produit finalement, de façon détournée, la théorie de la raison d'État. Mais en même temps, vous pensez qu'on ne peut pas conclure de cela que, c'est une idée qu'avait développée aussi Alain Bourreau, qu'on ne peut pas conclure de ça que la personne du roi est elle-même sacralisée, est elle-même divinisée. Il y a comme une distance qui se maintient entre cette dimension religieuse de la monarchie, le roi est sacré, au sens du sacre, le roi est thaumaturge, il peut guérir certaines maladies particulières, comme les écrouelles, le roi est représentant de Dieu, vous dites qu'à la charnière des XVIe, XVIIe siècles, cet investissement est réactivé, mais en même temps, on ne va jamais. Il y a une limite à cette religion présente comme matrice du pouvoir politique. Toute la théorie politique du XVIIe siècle tend à insister sur le rôle ecclésial du roi, sur son rôle comme évêque du dehors, comme chef concret, dirais-je, de l'Église de France. Mais on ne va pas jusqu'à en tirer des conclusions théologiques. Et le roi n'est jamais un prêtre. D'autant plus, il faut quand même bien le dire, que la personnalité d'Henri IV, ancien protestant, mais devenu probablement beaucoup plus catholique qu'on ne le croit généralement sur la fin de son règne, ne jouait quand même pas tellement en ce sens. Et d'autre part, qu'un roi comme Louis XIII, lui, refuse, ça Fanny Cosendé l'a bien montré, dans son livre sur les reines de France, refuse de jouer le rôle de cette sacralisation et assume que lui, personnellement, il est un chrétien comme les autres. Alors, deuxième élément, pourquoi liez-vous si étroitement la raison d'État avec une matrice théologique et non pas, comme on le faisait traditionnellement dans les travaux sur la raison d'État, une rationalité profane, une laïcisation des fondements juridiques et éthiques de l'État, parfois une petite teinte de politique machiavélienne. Alors, pour vous, vous la resituez totalement dans un autre horizon. De toute façon, celui qui passe, à juste titre d'ailleurs, pour l'inventeur ou le propagateur du concept de la raison d'État, Bottero, cet Italien qui écrivait à la fin du XVIe siècle, est quand même un tenant, un très fort partisan de la réforme catholique, et d'une réforme catholique extrêmement dure. Et en conséquence, ça n'est pas
dans le milieu, moi je ne sais pas, par exemple autour de Montaigne ou de Charron, que la notion de raison d'État se forge. À partir de ce moment-là, elle conquiert au XVIIe siècle une sorte de formalité propre dans la pratique qui en est donnée. Et c'est peut-être un assez fort paradoxe dans cette période que les plus grands tenants de cette raison d'État sont aussi, comme Richelieu probablement, ou le père Joseph encore plus, les tenants d'un catholicisme dont les objectifs, la croisade par exemple, sont peut-être lointains, mais pourtant tiennent beaucoup de place dans les discours. C'est comme ce troisième courant, à côté de la référence au droit romain, à côté d'une construction d'une théorie de la souveraineté à la Bodin, vous évoquez à plusieurs reprises cette idée d'une construction théologique de la définition politique de l'absolutisme. Et on la retrouve là d'une manière peut-être plus inattendue que dans d'autres contextes, comme un lien tout à fait nécessaire pour comprendre la raison d'État. Alors le livre ensuite bascule du côté du travail pratique de l'absolutisme, c'est-à-dire la construction, comme vous le disiez, d'un appareil d'État ou d'une forme d'exercice concrète de la souveraineté. Et ici, il m'a semblé que dans votre livre, vous vouliez aller contre deux idées reçues. Enfin, la première pourrait d'ailleurs être une idée reçue par le roi lui-même, ou le roi la proclamant. Et je voudrais juste lire un passage très frappant, puisque tardif, c'est le discours de la flagellation, c'est-à-dire un discours fait par Louis XV, Parlement en 1766, dans lequel il y a la réaffirmation des principes fondamentaux d'une définition classique de la monarchie, et en particulier cette idée clé que le roi représente son royaume, donc les États, les ordres, les corps du royaume. Je lis ce texte et ensuite j'aimerais que vous commentiez en rapport avec ce que vous avez voulu montrer, c'est-à-dire une certaine distorsion ou un écart entre ces énoncés et puis d'autre part ce qui était la réalité des compromis passés au quotidien. Alors je lis le texte de Louis XV. Entreprendre d'ériger en principe des nouveautés si pernicieuses, il s'agissait en fait en gros du droit du Parlement à discuter des édits et ordonnances royales et à ne pas les enregistrer automatiquement, c'est faire injure à la magistrature, trahir ses intérêts et méconnaître les véritables lois fondamentales de l'État. Comme s'il était permis d'ignorer que c'est en ma personne seule que réside la puissance souveraine, dont le caractère propre est l'esprit de conseil, de justice et de raison, que c'est de moi seul que les cours tiennent leur existence et leur autorité, que la plénitude de cette autorité, qu'elle n'exerce qu'en mon nom, demeure toujours en moi, et que l'usage n'en peut jamais être tourné contre moi, que c'est à moi seul qu'appartient le pouvoir législatif, sans dépendance et sans partage, que c'est par ma seule autorité que les officiers de mes cours procèdent non à la formation, mais à l'enregistrement, à la publication et à l'exécution de la loi, et qu'il leur est permis de me remontrer ce qui est du devoir de bons et fidèles conseillers, que l'ordre public tout entier émane de moi, que j'en suis le gardien suprême, que mon peuple n'est qu'un avec moi et que les droits et les intérêts de la nation, dont on ose faire un corps séparé du monarque, sont nécessairement unis avec les miens et ne reposent qu'en mes mains. Je suis persuadé que les officiers de mes cours ne perdront jamais de vue ces maximes sacrées et immuables qui sont gravées dans le cœur de tout sujet fidèle. Alors ce discours est très tardif, mais en même temps c'est une réaffirmation très puissante. On a entendu la répétition du moi, et même si Louis XIV n'a jamais dit l'État c'est moi, ici le moi de Louis XV est omniprésent dans le discours. Alors est-ce que cet énoncé-là en 1770 devant le Parlement correspond à une réalité, si oui laquelle, et par rapport à quelle réalité est-il en discordance, ou du moins en écart? Fanny Cossandel. Ça correspond à une réalité dans la mesure où il affirme les principes de l'absolutisme dans ce texte-là. Donc là, on retrouve en quelque sorte la théorie qui est au fondement d'une pratique du pouvoir. Là où ça ne correspond plus à une réalité, c'est justement dans ce besoin de le réaffirmer, précisément parce que les cours souveraines sont en forte opposition et qu'il s'agit de les ramener à l'obéissance. Mais on est au XVIIIe siècle, en quelque sorte, dans une période, je dirais, de dérive de l'absolutisme, ce qui est un petit peu fort, mais au moins par rapport à l'absolutisme mené en quelque sorte à son point culminant par Louis XIV, qui symbolise, même si, comme vous l'avez rappelé, il n'a jamais dit l'État c'est moi, il l'a peut-être bien pensé, qui symbolise très très fortement à la fois la monarchie et le roi dans une espèce de symbiose. Et au XVIIIe siècle, les choses, avec Louis XV, en fait, les choses se délitent un petit peu. Mais ce qui montre
finalement les limites dans l'impact social de cette réaffirmation théorique, c'est tout ce que vous dites sur le fait que ce gouvernement par conseil finalement est une série de compromis qui sont passés au quotidien. Tout à l'heure, Robert de Simon rappelait qu'effectivement les États ne sont plus convoqués, les États généraux après 1614 ne le seront plus jusqu'en 1789, mais en même temps des travaux récents sur les États provinciaux montrent que la situation est plus complexe qu'on l'a souvent dit. La vitalité reste souvent forte et leur pouvoir de négociation souvent établi. Et d'autre part, il y a un point sur lequel vous insistez beaucoup, et en suivant là encore une autre tradition de l'historiographie américaine de l'Ancien Régime, c'est le fait que ce roi qui entend représenter tous les ordres, tous les États et tous les corps est un perpétuel producteur de privilèges, donc d'une fragmentation, d'une dissociation et d'une production d'intérêts particuliers, alors même que cette vision théorique est la vision de leur annulation et de leur suppression. Alors pourquoi est-ce qu'il y a cette production permanente de privilèges dans la monarchie d'Ancien Régime et qui va contre une idée que Tocqueville avait avancée, peut-être à tort, qui était que l'Ancien Régime avait nivelé les conditions. Alors, pourquoi ce lien si fort entre absolutisme et privilège, alors qu'on pourrait penser que ce serait plutôt une dichotomie? Oui, là nous touchons à une interprétation particulièrement forte et pertinente qui a été donnée par un collègue américain qui est David Bien. Il a montré que la monarchie, qui est prise en permanence dans les difficultés résultant de manque d'argent, puisque c'est un régime guerrier qui dépense beaucoup en général, mais particulièrement pour faire la guerre. Une monarchie qui se passe depuis le XVe siècle, en gros, du consentement formel des sujets pour lever l'impôt, doit trouver des formes de substitution. Elle doit donc appuyer en particulier son crédit sur le crédit des corps, que ce soit les États provinciaux, par exemple en Bourgogne, où cela a été bien étudié, ou que ce soit les corporations d'officiers, le collège des secrétaires du roi, mais aussi d'autres types de corporations, comme les compagnies de justice, et puis les corporations de la police économique, qui prennent de plus en plus de place à la fin du règne de Louis XIV, les jurés vendeurs de vin, etc., etc. Toutes ces communautés ont un crédit particulièrement solide, parce que précisément, comme communautés, elles sont éternelles, censément, sont perpétuelles, et qu'elles ne sont nullement absolues, comme le roi, qui peut toujours faire banqueroute. Et ça, c'est la faiblesse, sans doute congénitale du pouvoir royal, c'est que son crédit est faible, précisément en raison du caractère absolu de la monarchie. Alors du coup, ces corps sont soit des prêteurs au roi, soit des intermédiaires pour lever des emprunts. Et donc de ce fait-là, il y a ce lien que David Bien a montré avec une grande force entre le privilège, puisque tous ces corps ont des privilèges particuliers, le crédit qu'ils consentent ou qu'on leur reconnaît, et qui donc amène les prêteurs à prêter. Et troisième élément, le service, puisque vous l'avez rappelé, la plupart de ces corps, au moins de ceux qui jouent dans ce jeu-là, sont des corps qui sont au service du roi, comme en termes de justice, en termes d'administration. Alors se crée cette sorte de lien très, très particulier finalement, et qui définit de manière neuve l'absolutisme. Oui, je crois que c'est une profonde originalité du régime français par rapport au régime britannique, où le Parlement prend de plus en plus d'importance après la Glorieuse Révolution. Et donc le roi, pour consolider le crédit des corps, qui sont non seulement à son service, mais généralement au service du public. On ne peut pas dire les jurés vendeurs de vin ou les parlements, ils rendent des services à l'ensemble de la population, dont on peut contester la forme d'ailleurs, mais ça n'est pas purement arbitraire. Ces corps, donc, qui sont liés à la fois au roi et au service du public, ont besoin de privilèges, c'est-à-dire principalement de ne pas être soumis aux impôts ordinaires, pour pouvoir consolider leur crédit et donc inspirer confiance
aux prêteurs.